Nous sommes très heureux. Claire Averhart, M. Gudin-Valrin, Marie, toute l'équipe de la médiathèque et moi-même, et les collègues de mon centre de recherche, et j'espère le public. Nous sommes très heureux d'accueillir donc Jean-Michel Desprats dans ce très beau lieu. Je voudrais remercier avant tout Claire Averhart et M. Gudin-Valrin de nous accueillir dans ce bel auditorium. Dans le cadre du programme mis en œuvre par l'IRCL, qui est l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières, un programme que nos étudiants ont choisi d'intituler « A Year with Shakespeare ». Et donc, vous avez un dépliant qui vous décrit toutes les activités et les manifestations qui vont se dérouler au cours de cette année 2016, où l'on célèbre le quadricentenaire de la mort de Shakespeare. Alors, je vais présenter Jean-Michel Desprats brièvement, mais pas trop brièvement quand même. Il était jusqu'à très peu maître de conférences en littérature anglaise et en art du spectacle à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Il est normalien. Il est ancien président de la Société française Shakespeare et il est traducteur, notamment de Shakespeare, mais pas uniquement de Shakespeare. En 2002, il a obtenu pour l'ensemble de son œuvre de traducteur le prix Osiris de l'Institut de France et le prix Alperine Kaminski, consécration de la Société des gens de lettres. De Shakespeare, il a traduit plus de 30 pièces et il dirige avec Gisèle Venet chez Gallimard la nouvelle édition des œuvres complètes de William Shakespeare dans la bibliothèque de la Pléiade, dont 4 volumes sont déjà parus, donc 2 volumes de tragédie, 2 volumes d'histoire, et 2 volumes vont sortir là pour l'anniversaire, normalement dans les environs du 20 avril. Alors Jean-Michel Desprats a fondé la compagnie du théâtre de la Colline en 1972 et mis en scène plusieurs spectacles. Lorsqu'il traduit, lorsqu'il signale une traduction, il signale toujours « mise en scène par ». C'est dire le lien très très fort qu'il a pour sa traduction avec le monde du théâtre. Il a traduit donc de nombreuses pièces, je ne vais pas en faire la liste. Il y a donc dans sa vie Shakespeare et puis aussi beaucoup d'autres. Il a, notamment en 1996, il a obtenu le Molière du meilleur adaptateur d'une pièce étrangère pour l'importance d'être constant. Au cinéma, il a établi la version doublée de Comme il vous plaira, de Kenneth Branagh, de Henri V, de Kenneth Branagh, de Hamlet, de Franco Zeffirelli, et plus récemment de Macbeth, de Justin Kurzel, que certains d'entre vous ont sans doute vu. Donc il a doublé et sous-titré tout récemment. Il est en train donc de terminer 2 volumes de la Pléiade, ce qui n'est pas une mince affaire, c'est une œuvre, l'œuvre vraiment d'une vie. Et puis en train de terminer aussi le nouveau Que sais-je, consacré à Shakespeare, qui fera date à n'en pas douter. Autant dire que, je m'arrête là, je vous laisse en de très bonnes mains pour les à peu près 45 minutes qui vont suivre. Donc là, son intervention va durer 45-50 minutes, 1 heure, on verra, voilà. Et puis, ce sera suivi d'une séance de questions, voilà, et on ne dépassera pas 20 heures. Voilà, je vous laisse l'accueillir par des applaudissements. Je suis très heureux d'être là. J'adore cette ville de Montpellier, où j'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois, parce que Jacques Nichet, que beaucoup d'entre vous connaissent, a fondé une institution, peut-être que le mot n'est pas très juste, mais disons un mouvement artistique qu'il a appelé Maison Antoine Vitesse pour focaliser la réflexion sur la traduction théâtrale, la traduction destinée au théâtre. Et par conséquent, j'ai eu l'occasion de venir à de nombreuses reprises au soleil quand il faisait très froid à Paris pour des réunions de bureau. Moi, je suis très désireux de la 2e phase qui suivra, j'espère, avec vos questions, d'un véritable dialogue avec vous et qui viendra après. Alors, j'ai fait souvent une présentation des problèmes de traduction. Il faudrait peut-être dire tout de suite qu'il y a forcément une distance entre la théorisation qu'on peut faire
Et la pratique qui est extrêmement diverse, compliquée, pas toujours les mêmes problèmes auxquels on s'affronte. Et cette fois-ci, j'ai pensé qu'il serait quand même utile, sinon presque indispensable, de dire avant de quoi on parle, de la traduction, de quelle langue. Puisqu'au fond, on parle souvent des problèmes de traduction, mais sans avoir dit de manière suffisamment précise ce qu'est la langue de Shakespeare. Et pour commencer, je dirais justement qu'on a au départ un paradoxe, puisque dans le langage courant, nous appelons l'anglais la langue de Shakespeare, comme on appelle le français la langue de Molière. Alors autant le français reste la langue de Molière, les adolescents ont un tout petit peu de mal avec les adverbes de temps, bon, mais en gros, on n'a pas l'impression que c'est une toute autre langue. En revanche, avec Shakespeare, c'est finalement l'énoncé le plus inexact que de dire que Shakespeare écrit en anglais. Il écrit dans une langue qui est aussi différente de l'anglais d'aujourd'hui qu'elle est différente de la langue de ses contemporains, par son lexique, par sa syntaxe, par sa liberté créatrice, et de fait, comme il m'est arrivé de traduire d'autres pièces de cette période, soit élisabéthaine, soit jacobéenne, il n'y a pas commune mesure entre l'écriture de Marlowe et l'écriture de Shakespeare. C'est beaucoup plus facile de traduire Marlowe, je crois, enfin en tout cas beaucoup moins difficile en termes de recherche lexicale, de contexte, et ce n'est pas du tout la même langue. Alors je crois qu'il est utile qu'on substitue à l'expression langue de Shakespeare l'idiolecte shakespearien, puisque au fond, il ne nous viendrait pas l'idée de dire que Claudel, c'est du français, c'est une langue typique. Non, c'est quand même un langage à part, c'est une langue dans la langue qui ne ressemble à aucune autre. Ce qu'on pourrait dire pour Rabelais, ce qu'on pourrait dire pour Céline, ce qu'on pourrait dire pour Claudel, ce qu'on pourrait dire, mais ce qu'on ne pourrait pas dire de tous les auteurs. Il y a une telle singularité. Bon, Claudel s'autorise une syntaxe qui est la sienne, qui n'est pas la syntaxe du français. Alors, je crois qu'on peut globalement dire que c'est vrai pour Shakespeare. C'est une langue à part, c'est un idiolecte qui a donc son lexique propre et sa syntaxe propre. Alors, parlons du lexique, puisque c'est en effet une singularité qui n'est pas due simplement à la créativité de Shakespeare et qui tient en partie au fait que la langue anglaise est double, elle a un double fond. Sans faire appel de manière trop précise à des données historiques, il y a eu 2 invasions en Angleterre. Il y a eu l'invasion des Vikings, et puis il y a eu l'invasion française, normande plus exactement. D'où le double fond de la langue anglaise, qui est un fond saxon, scandinave, germano-scandinave. Quand on dit saxon, Saxe, c'est une région d'Allemagne, comme vous savez, et vous avez peut-être la chance d'avoir appris, moi j'étais un peu monolingue, j'ai appris l'anglais, mais je n'ai pas, comme j'ai fait du latin et du grec, je n'ai pas appris l'allemand, mais vous n'apprendrez rien si je souligne le fait que les racines de l'allemand et de l'anglais sont très très proches, racines saxonnes. Et il y a donc l'autre fond qui fait que tous les dictionnaires bilingues sont beaucoup plus épais dans la partie anglais que dans la partie français, qui est le fond français, le fond latin, le fond langue romane, puisque Guillaume le Conquérant ayant mis les pieds en Angleterre en 1066, eh bien, on a parlé en Angleterre un mixte, que personne ne connaît très bien, d'ailleurs ce n'est pas très étudié, l'anglo-normand, qui a été parlé à la cour d'Angleterre jusqu'au XVIIe. Donc il y a un fond saxon et un apport français, romain, enfin langue romane. Il y a donc une double langue.
Alors, parallèlement à to begin, vous avez to commence. Parallèlement à truth, vous avez verity. Et évidemment, ce ne sont pas des doublons, proprement parler. C'est que les mots se sont spécialisés. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si ça vous intéresse, cette question du double fond, il y a l'article dans la Pléiade, qui s'appelle La langue de Shakespeare, de Henri Suamy, qui donne de très nombreux exemples. Donc, il y a une double entrée et ça crée non pas des problèmes de traduction, mais une dimension qui va manquer dans une langue qui va être forcément plus homogène, puisque c'est une langue romane. D'où quand même l'ampleur de ce lexique, hein, entre 20 000 et 30 000 mots, selon l'évaluation de Martin Spivak dans la Concordance. Il répertorie sur un total de 884 647 mots, donc 29 000 mots différents. C'est difficile à faire, vous vous doutez que ça pose des problèmes scientifiques. Est-ce que go, going, gone, c'est 3 mots ou c'est une déclinaison? Bon, alors, on n'arrive certainement pas au même chiffre si on procède différemment. Mais ça vous donne quand même une idée, surtout si on les rapporte aux 18 000 mots qu'on trouve dans Racine. Il y a quand même là une différence quantitative très frappante, et pour cause, puisque le travail de Racine va être d'essentialiser la langue française, non pas de l'appauvrir, mais d'arriver quelque part, c'est voisin de ce qu'a fait Beckett aussi sur le français. Mais ce sont deux exemples extrêmes, d'une extrême prodigalité, d'une extrême richesse lexicale dans le cas de Shakespeare et dans le cas de Racine, d'une volonté de réduire à un essentiel. Par parenthèse d'ailleurs, puisqu'on va parler de problèmes de traduction, Shakespeare c'est certes difficile à traduire, mais beaucoup plus difficile et même impossible à traduire Racine en anglais. Et c'est la raison pour laquelle, à part Phèdre et Andromaque, on ne joue pas Racine en anglais. George Steiner, qui a écrit ce grand livre sur la traduction qui s'appelle Après Babel, explique très très bien pourquoi, justement, Racine ne peut pas être traduit en anglais. Et d'ailleurs, il suffit que vous preniez les vers que vous aimez, enfin ceux qu'on a appris par cœur ou qu'on a dans la tête, que le jour recommence. Bon, je ne vais pas continuer, vous connaissez. Vous traduisez en anglais, let day start again. Vous n'avez plus, à l'arrivée, aucune musicalité, aucune poésie. Alors, vous me direz, parfois, les traductions de Shakespeare, c'est un peu ça aussi. On perd beaucoup, certes, mais il me paraît évident qu'on perd beaucoup. D'abord, les faits sont là, c'est-à-dire en Angleterre, on ne joue pas Racine. Ah, vous me direz, oui, les Anglais sont très insulaires. Peut-être, mais on joue Molière. Donc, la difficulté de la traduction de Racine en anglais est la raison principale pour laquelle on ne joue pas cet auteur en Angleterre. Alors, bien entendu, le double fond, c'est une chose, mais il faut immédiatement ajouter, oui, mais Shakespeare est un créateur de langue, comme Rabelais, comme Montaigne. Et donc, par-delà cette question du double fond, il y a évidemment la créativité de Shakespeare. Un des problèmes de traduction, c'est justement que Shakespeare crée des mots et qu'on ne peut pas, par simple décision individuelle, décider de créer des mots en français. On peut créer des mots peut-être crédibles s'ils sont déchiffrables, mais les néologismes, il faut que ce soit la langue qui les authentifie. On ne peut pas faire des néologismes. Ceci d'ailleurs nous conduit à l'évidence qu'une traduction de Shakespeare, que ce soit en français ou dans une autre langue, ça n'est jamais le double. Eh bien, il y a une autre raison qui est que Shakespeare écrit dans cet anglais élisabétain vieux de 4 siècles et demi, et que nous, jusqu'à nouvel ordre, nous traduisons dans un français compréhensible aujourd'hui. Ce serait limitatif de dire français du XXIe siècle, ou XXe, XXIe siècle. Et il y a de fait deux options, j'en viendrai à ce point beaucoup plus tard. L'une qui est très peu représentée, qui essaierait de faire en français la même chose
que ce que produit Shakespeare par rapport à la langue anglaise, donc une traduction archaïsante, qui n'intéresse pas a priori beaucoup les gens de théâtre, vous en doutez, parce que si c'est pour doubler la difficulté de compréhension de Shakespeare dans un jeu rapide d'une réelle difficulté linguistique de mots que les gens ne captent pas et ne comprennent pas, mais ça a été fait pour d'autres auteurs. Par exemple, dans la Pléiade, il y a la traduction de Dante par, ça y est, son nom m'échappe, ça va revenir, qui est d'ailleurs très paradoxal, puisqu'il traduit Dante dans un français du XIVe siècle, antérieur à celui de Dante, dans un français plus archaïsant que l'italien de Dante. Et là, c'est vrai, enfin, je veux dire, je l'ai constaté moi-même, Dante est plus facile à lire en italien que dans la traduction française. C'est Pézard, André Pézard, qui a fait quelque chose de prodigieux, un universitaire un peu fou, comme il en existe, parce qu'il a compté les mots et il a fait une traduction qui fait exactement le même nombre de mots que l'œuvre de Dante. Mais je ne sais pas si c'est un exploit, enfin en tout cas c'est à noter, mais le résultat c'est que même si on admire le philologue qu'est Pézard, on a devant soi une langue à laquelle on ne comprend rien. Et de fait, quand Jacqueline Risset a traduit Dante, tout d'un coup, on a eu le sentiment d'avoir une lumière, d'avoir un français qu'on comprend. Donc l'autre option, la traduction archaïsante, est peu pratiquée, et en tout cas pas pour le théâtre. Alors la créativité de Shakespeare en anglais, certains mots naissent avec Shakespeare. Parfois, le verbe exister, on traduit, Shakespeare invente le substantif, mettons assassination. Mais il y en a toute une liste, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, mais beaucoup de mots font leur entrée dans la langue anglaise pour la première fois avec Shakespeare. Et même des mots très simples, d'usage courant, comme bloody, comme lonely. Tous ces mots-là, c'est Shakespeare qui les a créés. À cela, il faut ajouter aussi les langues étrangères qu'il y a dans Shakespeare, les mots étrangers, essentiellement latin, italien, espagnol, hollandais, très peu de grec, ce qui fait penser évidemment, nous qui sommes un peu spécialistes de ce terrain-là, au mot qu'a eu Ben Jonson en présentant Shakespeare, qui a prétendu que Shakespeare connaissait peu de latin et encore moins de grec. Ce qui n'avait rien de surprenant d'ailleurs, parce que le grec, on commence à l'étudier à la Renaissance, mais le grec n'est pas une langue pratiquée par les écoliers au moment où Shakespeare écrit. Donc il faut ajouter à cela les langues étrangères, il y en a plus que chez d'autres auteurs, et il faudrait ajouter aussi, eh bien, dans 2 pièces seulement, mais qui comptent, les parlers, les dialectes écossais, gallois, irlandais dans Henri V. Alors certes, tous les commentateurs disent que c'est plutôt de l'irlandais ou du gallois de théâtre, c'est une caricature, mais ces mots s'ajoutent, ou ces prononciations s'ajoutent au reste. Et tout ce qui touche à l'extrême savoir de Shakespeare dans les différents domaines du monde physique, des activités humaines. Il y a un vocabulaire spécialisé de l'héraldique, dont Shakespeare fait un usage important, de la fauconnerie et de la plupart des domaines, du droit aussi, puisqu'on a émis à un moment donné l'hypothèse que l'amant de Shakespeare était un étudiant en droit. Bon, il y a beaucoup de termes juridiques. Voilà. Donc, on a affaire à une langue prolixe, compliquée, pas dans toutes les pièces, mais en tout cas les pièces de la période jacobine, si. Je disais tout à l'heure à Nathalie, en aparté, qu'une pièce comme Antoine et Cléopâtre, j'ai beau l'avoir enseignée, l'avoir traduite, chaque fois que 3 ou 4 ans après avoir relu une scène, je m'y remets, je n'y comprends rien. Il y a des pièces quand même extrêmement difficiles, où sans la notation,
on a affaire un peu à un rébut linguistique. Et des pièces comme Cymbeline, comme Antoine et Cléopâtre sont très difficiles. Plus on va, à part La Tempête, qui serait un peu un contre-exemple, plus la langue de Shakespeare est complexe. Alors, le point principal que je voulais mettre en évidence d'entrée de jeu, c'était le fait qu'il y a un écart quand même considérable entre la langue de Shakespeare, son lexique, sa syntaxe, et l'anglais du XXe siècle. Alors, ça se traduit par le fait que beaucoup de mots ont changé de sens. Affection dans Shakespeare, ça ne veut presque jamais dire affection, ça peut vouloir dire affectation, et ça veut surtout dire désir. To make love ne veut pas dire faire l'amour, mais faire sa cour. Favor désigne le visage beaucoup plus souvent que la faveur ou la grâce. Modern veut dire banal et non moderne. Fancy se réfère à ce que Stendhal a appelé la cristallisation, beaucoup plus souvent qu'à la fantaisie. Donc, il y a un écart considérable, et donc on admire l'audace de tous ces gens qui se lancent dans la traduction de Shakespeare sans avoir particulièrement étudié le vocabulaire élisabétain. Il y a forcément des contresens à la clé parce que l'anglais a évolué. Et c'est évidemment très tentant si on n'a pas un lexique, et si on ne pense pas que c'est une dimension importante, de traduire modern par moderne. Donc, Shakespeare a joué un rôle considérable dans l'invention de la langue élisabéthaine et dans l'évolution de la langue anglaise. Et je dirais ce d'autant plus librement que les Anglais ont un rapport différent des Français à leur langue. En France, langue et pays font un. Vous avez été témoin il y a 3 semaines à peu près de la petite révolution qui a failli y avoir en France lorsque on nous a annoncé qu'on allait écrire oignon sans i et qu'on allait couper la tête à tous les accents circonflexes. Je crois qu'il y a eu sur « je suis » l'accent circonflexe. Mais enfin, les Anglais n'ont pas cette identification à leur langue, peut-être aussi parce qu'elle est plurielle et que le Commonwealth accueille des Anglais, mais que la langue anglaise est plurielle, puisqu'on parle à juste titre du Royaume-Uni. Les Anglais, c'est des Écossais, c'est des Irlandais, c'est des Gallois, c'est des Britanniques. Donc il y a la pluralité à la clé. Mais c'est un trait marquant dans l'histoire de France que ce rapport d'appropriation et d'identification que nous avons à notre langue. Et la preuve de cette identification, c'est par exemple l'Académie française, qui est là pour dire qu'il y a un organisme qui réglemente, en écrivant le dictionnaire, qui réglemente la langue française. L'idée d'un organisme qui réglemente la langue anglaise est, je crois, tout à fait inimaginable. Alors c'est une langue non soumise à des règles, je vous dis encore, d'autant plus qu'il n'y a aucune institution pour les édicter, ces règles, et les faire respecter. Une langue que notre collègue Jan Brailovsky décrit comme déréglée, non soumise à des règles. Et en effet, c'est une langue très agrammaticale. Il y a très souvent dans Shakespeare des doubles négations, des doubles comparatifs, des doubles superlatifs. Et alors évidemment, il n'est pas question de relayer cet aspect-là dans la traduction. Je comprendrais fort bien l'éditeur qui disait on mettrait en français une double négation et qui disait, vous savez, vous êtes censé traduire en français, pas en... Je n'irai pas petit nez, parce que j'ai eu le malheur de dire une fois dans un séminaire, il y avait une Guadeloupéenne qui m'a sauté à la gorge à la fin du cours, en disant c'est pas possible de parler comme ça. Alors, pour revenir à l'apport de Shakespeare, encore une fois, il a en partie créé la langue anglaise en introduisant des termes qui n'étaient pas thématisés, qui n'étaient pas lexicalisés. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de assassination, c'est dans Macbeth, addiction, amazement, bloody, countless, dwindle, eventful, fashionable. Et en français, on a même façonnable. On
peut acheter de très jolies chemises. Gloomy, laughable, lonely, donc pas simplement des mots rares, mais des mots d'usage courant. Sans parler des expressions, qui ne nous surprennent pas en français s'il s'agit de to break the ice, briser la glace, on l'a en français. All of a sudden, ça apparaît dans Shakespeare pour la première fois. Naked truth, ou bien de phrases proverbiales comme all that glitters is not gold, tout ce qui brille n'est pas or dans le Marchand de Venise. Ce qui a changé aussi, c'est la prononciation, comme le montrent les rimes, où vous avez, donc mettons dans le même quatrain, vous avez des mots qui se terminent en I, lie, sigh, qui aujourd'hui on prononce AI, et qui visiblement sont censés rimer avec des mots qui se finissent en TY ou DY, exemple qui ne se trouve pas dans Shakespeare d'ailleurs, mais qui me vient parce que ce mot, je n'arrive jamais à retenir qu'est-ce qu'il veut dire. Serendipity, mettons. Bon, qui eux se prononcent en I. Donc vous avez des mots qui se prononcent en I, qui riment avec des mots qui aujourd'hui se prononcent en I. Ce qui d'ailleurs nous donne quelques clés pour savoir comment l'anglais élisabétain était prononcé. Les participes passés, tantôt sont prononcés, tantôt élidés. Le tantôt a à voir avec la versification. Quand il manque un pied, eh bien, on va dire, enfin, je n'ai pas de mot, de verbe qui me vient, mais fixed, mettons. Et quand au contraire, on a les 10 syllabes avec un participe passé, eh bien, le participe passé est élidé. Vous savez sans doute que la graphie n'était pas fixe, d'où des doublons, bond et band, qui sont deux mots mais qui en fait ont les mêmes sens, ont un sens identique, de lien, de chaîne, de contrat. Hein. Look to thy bond dans Le Marchand de Venise. Et la ponctuation n'est pas la ponctuation moderne, et parfois elle modifie le sens. Et elle demande aussi à être traduite. Quand on fait une édition bilingue, on part des éditions publiées du temps de Shakespeare, et il y a très souvent des 2 points, qui sont en fait des ponctuations fortes, qu'il faut remplacer par des points. Ceci étant dit, vous voyez à quel point c'est aventureux, parce qu'on ne peut pas laisser la ponctuation ancienne, mais on n'a pas de certitude. Il n'y a pas de point d'interrogation dans les textes originaux. Alors, c'est le sens de la phrase qui conduit, mais il peut y avoir évidemment une différence d'interprétation. Je crois qu'il y a dans Macbeth un moment où le sens diffère selon qu'on le construit comme interrogation ou comme affirmation. Oui, j'y suis presque. Bon, c'est revenu tout à l'heure, alors peut-être ça reviendra. Donc il y a la question de la ponctuation, il y a la question des formes verbales. Très souvent, l'interrogation se fait par simple inversion et pas avec l'auxiliaire do. Et parallèlement à has, à la tournure, enfin à la troisième personne, vous avez hath, th. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc que c'est une langue qui évolue très vite, puisqu'on a les deux dans Shakespeare. Et les pièces de la fin, il n'y a plus de hath, a-t-h. Donc on voit l'évolution se faire sous nos yeux, en quelque sorte, depuis les premières pièces jusqu'aux pièces de la fin. Il y a une particularité dans cette langue qui ne nous surprend pas du tout et qui nous pose, si, ça pose des problèmes de traduction quand même. C'est le fait que le tutoiement existe. C'est à la fois le legs de l'anglais biblique et de l'anglais médiéval. Donc on a thou, qui correspond à notre tu, qui se décline évidemment, et you, et vous avez par exemple le fait que dans Roméo et Juliette, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, les amants se vouvoient, mais à l'intérieur d'une scène, on peut passer du you au thou. Alors, il y a des chapitres entiers écrits sur la grammaire élisabéthaine. Il y a plusieurs types de fonctions du passage au thou, mais il y a quand même celui de la proximité affective. Mais là où il y a problème de traduction, c'est que autant en français, vous pouvez décider d'un commun accord avec un ami que vous allez le tutoyer, autant 3 ans après, vous ne revenez pas au vouvoiement. Il y a peut-être quelques semaines de flottement
où vous continuez à le vous voyez alors qu'il vous a demandé de le tutoyer, mais quand on est dans le tutoiement, on ne revient pas en arrière. Tandis que dans Shakespeare, la scène dont je parle, hein, du balcon, entre Roméo et Juliette, il passe au thou, mais une fois le thou installé, la réplique d'après revient au you. Alors ça, c'est un problème de traduction, parce que autant il me semble qu'on peut avoir comme principe de suivre l'anglais, autant quand même il y a des moments où on est trop fortement en rupture avec les codes de communication sociale français. Deux amants ne se vous voient pas, certains se vous voient, enfin je sais pas, Bernard Lévy, Ariel Dombal, se vous voyez, mais une fois qu'on est passé au tu, on ne revient pas vers le vous. Donc c'est quand même un problème de traduction. Et alors dans cette langue anglaise shakespearienne, beaucoup de choses qui sont enseignées par les linguistes comme étant caractéristiques de la langue anglaise, on ne les trouve pas encore. Par exemple, la forme en ing, eh bien, n'existe pratiquement pas. Hein, celle qui donne une actualisation de l'action, I'm talking, ça, on trouve surtout ce qu'on appelle le present simple. Et de la même manière, ce qui frappe la singularité de l'anglais, c'est les postpositions. Vous savez, les prépositions qu'on met après le verbe et qui en modifient le sens. To put up, to put in, to put out. Voilà, vous avez appris ça sans doute au lycée comme moi. Dans cette langue aussi, his et its se recoupent. On peut avoir une reprise par his pour un terme neutre. Bref, il y a une grammaire proprement shakespearienne, il y en a même plusieurs, celle qui fait autorité, celle de Abbott, Shakespearean Grammar, a été publiée pour la première fois en 1870. Et de la même manière, il y a des lexiques shakespeariens, notamment, ce qui est très utile pour le traducteur, le glossary de Onions, avec I, et des dictionnaires un peu plus épais, comme celui de... Ça y est, son nom m'échappe. Vous voyez, Alexander Schmidt, et puis il y en a un troisième. Bref, il s'agit d'une syntaxe particulière et d'un lexique particulier. À cela s'ajoute l'influence du style répétitif, oratoire des sermons, et évidemment, mais ça concerne peu Shakespeare à cause de la date, l'influence de la King James Version, King James Bible, 1611, de la version autorisée dans laquelle les enfants anglais vont apprendre à lire. Tous les commentateurs de la langue de Shakespeare s'accordent à trouver les textes de Shakespeare difficiles. Je ne résiste pas au plaisir, parce que j'ai adoré ce film qui a beaucoup d'humour, de vous citer ce que dit un des comédiens dans Looking for Richard, vous savez, ce petit documentaire d'Al Pacino qui est pétillant d'intelligence, où vous avez un des acteurs qui dit « Shakespeare uses a lot of fancy words. Instead of saying « Hey, you, get that thing there and bring it back to me », Shakespeare dira « Be a Mercury. Set feathers to thy heels and fly like thought from there to me again. » Pour ceux qui ne comprendraient pas facilement cette citation, je vais quand même traduire. L'acteur dit Shakespeare utilise beaucoup de mots recherchés. Au lieu de dire « Hé, toi, va me chercher cette chose là-bas et rapporte-la moi », il dira « Sois un mercure ailé, fixe des plumes à tes talons et vole comme la pensée pour me la rapporter. » Alors effectivement, ce foisonnement de la métaphore, c'est Shakespeare. Et comparé à Marlowe, c'est une caractéristique très évidente. Marlowe est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile d'accès. Et un autre aspect par lequel il se distingue de Shakespeare, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de jeu de mots dans Édouard II. Dans tout Marlowe, mais je parlais de la pièce que j'ai traduite. Dans Édouard II, il y en a un, convey, qui veut dire transporter, et qui a aussi un sens autre qui est celui de voler. Sinon, il n'y en a pas d'autre. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même une évolution. On commence, bien que ce soit le règne du pétrarchisme, de ce que les Anglais appellent le fuisme, ce n'est pas la même chose, hein, c'est-à-dire au fond une forme de préciosité, qui évidemment complique la langue. Il y a quand même les premières pièces de Shakespeare
les comédies des erreurs, le songe d'une nuit d'été, qui sont beaucoup plus faciles à lire en anglais que des œuvres plus tardives, comme les deux que je citais tout à l'heure, Antoine et Cléopâtre et Coriolan. Et alors, bien entendu, la caractéristique majeure de la langue de Shakespeare, c'est l'abondance des jeux de mots, et dont beaucoup ne sont pas traduisibles, quel que soit l'effort ou l'ingéniosité du traducteur, à commencer par son, S-U-N, S-O-N. Chaque fois que l'un des deux apparaît, il y a l'autre sens qui est en surimpression. Son of York dans le début de Richard III. Et très souvent, ces jeux de mots sont des jeux de mots sexuels. Alors du coup, historiquement, ils étaient intraduisibles. Les traducteurs ne voulaient pas se faire fouetter en place publique, et par conséquent, ils ont fait preuve d'une pudeur en partie coupable, puisque le sel de beaucoup de pièces de Shakespeare, c'est l'obscénité, c'est les jeux de mots. Enfin, l'obscénité, je ne sais pas si c'est le terme, enfin, disons les jeux de mots sexuels. Tu dirais la grivoiserie. Bon, en tout cas, il y a des passages qui s'éclairent une fois qu'on les traduit. Le tout début, enfin, pas les 100 premiers vers, mais les vers qui suivent, dans All's Well That Ends Well, sont un échange sur des propos grivois sur la virginité. Si on ne traduit pas les sens sexuels, on n'y comprend rien. On se dit, pourquoi est-ce qu'il parle de la virginité comme ça pendant... Alors là, pour le théâtre, on ne peut pas se permettre une traduction pudique, sinon rien ne marche. Alors je vous invite à acheter, je n'ai pas d'intérêt financier dans l'affaire, mais vient de paraître un génial livre qui est le Dictionnaire amoureux de Shakespeare de notre ami et collègue François Larocque, qui a tout l'intérêt d'être précisément un livre dans lequel on entre par saut de puce et en fonction des envies du moment. Et il y a une entrée à Will, où Larocque nous rappelle que, avec tous les sens multiples déjà qu'on connaît de ce mot, testament, volonté, désir sexuel, évidemment le diminutif de William, il y a aussi le sens de will sexuel, pénis. Et alors il donne une traduction du sonnet 135. Tu l'as regardé? Non, tu ne l'as pas encore. Il donne une traduction, disons, traditionnelle, qui ne choquerait les oreilles de personne, et il donne une traduction marquée qui traduit si on prend le sens sexuel de will. Et c'est assez réussi comme traduction, et assez réussi aussi comme a piece of obscenity, a piece of bawdy. Alors, ce style, donc, constellé de jeux de mots, dont le critique du XVIIIe, Samuel Johnson, disait que c'était la fatale Cléopâtre de Shakespeare, qu'il ne pouvait pas renoncer à l'idée de faire un jeu de mots, se double aussi de caractéristiques de préciosité et de nombreuses figures de rhétorique, comme alors les répétitions, les antithèses, les chiasmes, les antanaclases, c'est la polysémie d'un même mot, les paronomases, c'est les mots qui sont proches, love, leave, live, et également les anaphores. Alors depuis François Hollande, on sait ce qu'est l'anaphore, c'est quand on dit « moi président », quand vous répétez le début d'une phrase, voilà. L'épiphore, c'est la même chose, sauf que c'est à la fin. Le polyptote est un terme bien barbare pour désigner quelque chose de facile à repérer. C'est quand on construit une phrase avec les différentes fonctions grammaticales d'une racine. Exemple tiré de Richard II. A beggar begged that never begged before. L'Indiadine, je vais m'arrêter, parce que là, on est dans l'obscénité absolue. L'Indiadine, or griefs and clamor, lorsqu'on a deux termes où on dirait en français qu'il y a un adjectif et un nom, les hypalages. Bref, toute cette dimension de ce que les Anglais appellent l'euphuisme, à cause d'un recueil qui s'appelle Euphuism, de John Lilly. Donc une écriture extrêmement élaborée, artificielle, dans les premières pièces, qui pourtant sont plus faciles. Quelques mots sur la versification. Il y a une différence colossale, c'est que le maître directeur du théâtre français, c'est l'alexandrin,
qui est rimé, alors que le vers de Shakespeare n'est a priori pas rimé. Il s'appelle blank verse, vers blanc, littéralement, c'est-à-dire justement non rimé. Il y a de la prose et il y a du vers dans Shakespeare. Alors, pour aller très vite et en simplifiant excessivement, les personnages populaires, les serviteurs parlent en prose et les personnages aristocratiques, les rois, parlent en vers. Mais ça, ce n'est qu'un des principes de distribution sociale, on va dire, et les contre-exemples abondent. Tout le monde cite dans ces cas-là les beaux vers de Caliban sur la musique de Lille, qui sont en vers, qui sont très poétiques, et on peut aussi citer, à l'inverse, les échanges verbaux de Béatrice et Bénédicte dans Beaucoup de bruit pour rien, qui sont pour la plupart en prose. Mais dans une prose compliquée, et cette pièce a la singularité d'être plus compliquée quand on lit les passages en prose que les passages en vers. Le vers est simplissime comparé à la prose dans cette pièce-là. Bon, je ne suis pas là pour vous faire le cours de 3 heures, donc on laisse tomber beaucoup de choses, mais prose et vers ont donc des fonctions poétiques, dramatiques variables. La prose est parfois le langage de la folie, même si les fous s'expriment souvent en vers. Donc, ce vers shakespearien, qui s'appelle le pentamètre iambique, a la même fonction culturelle que l'alexandrin, mais pas la même réalité prosodique. Alors, en fait, ces mots compliqués, pour ceux qui les entendent pour la première fois, ne sont pas si compliqués que ça. Pentamètre, ça vient du grec, ça veut dire qu'il y a 5 pieds. Alors, bon, là, il y a certains théoriciens qui hurleraient en disant on ne peut pas parler de pieds pour la poésie anglaise. Enfin, il y a 2 systèmes. Soit on analyse en pieds, soit on analyse en syllabes. Et du coup, il y a 2 dénominations, le pentamètre iambique et le décasyllabe iambique. Alors, iambique, c'est assez curieux parce que c'est quand même une prosodie, une versification qui est très spécifique. C'est assez curieux qu'on ait gardé le vocabulaire qu'on emploie pour le latin et le grec, alors qu'il s'agit d'une autre position, bref, long. Eh bien, malgré tout, on parle en anglais de vers iambiques, de vers spondaïques, de vers trochaïques. Alors, c'est pas compliqué. Papam, non accentué, accentué, c'est un iambe. 2 syllabes d'égale longueur, c'est un spondé. Et troché, c'est l'inverse de l'iambe. Donc, on n'est pas surpris que les sorcières s'expriment dans un rythme qui est l'inverse de celui qu'emploient les humains dans le reste de l'œuvre. Alors, pentamètre iambique, pour ceux qui entendent cette expression pour la première fois, c'est peut-être compliqué, mais si je vous dis le vers le plus célèbre dans le monde, to be or not to be, that is the question, c'est l'exemple même, en tout cas les 3 premiers pieds, d'un iambe, c'est-à-dire papam, papam, papam. Alors après, le rythme se diversifie, c'est that is et pas that is, on n'accentue jamais le verbe, the question, mais ceux qui écoutent bien ont remarqué qu'on va au-delà de 10. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pentamètre? Eh oui, to be or not to be that. Normalement, un pentamètre iambique devrait s'arrêter à quest, ce qui ferait sens d'ailleurs. That is the quest. Comme ça, les gens ne tanneraient pas avec qu'est-ce que ça veut dire ce monologue. To be, that is the quest. Mais ce n'est pas ce que Shakespeare a écrit. Il écrit that is the question, ce qu'on appelle dans la terminologie anglaise un vers féminin, rien à voir avec le français où c'est du E muet qu'il s'agit quand on parle de masculin-féminin. Et c'est simplement une variante, 20% à peu près, qui fait 11 vers au sens strict, le 10e vers étant toujours accentué. Il y a donc une syllabe supplémentaire. Et à quoi elle sert? Eh bien, je ne sais pas ce qu'en disent les métriciens, mais ce qu'en dit l'actrice Fiona Shaw me ravit tout à fait. Elle dit, ça sert à relancer le vers. Donc ça veut dire à l'acteur, tu t'arrêtes pas là. Tu dis pas to be or not to be, that is the question. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter à question, whether it's noble, il faut tout de suite rebondir. Bon, je ne sais pas encore une fois ce qu'en diraient les métriciens, mais en tout cas ce qu'en dit la praticienne, qui est très savante sur le pentamètre iambique, est intéressant. Bon, ayant fait peut-être un peu trop longuement le
panorama que je viens de vous dresser, je passe à la problématique de la traduction. La langue de Shakespeare est aussi une langue de théâtre qui, je cite Nathalie, se donne en spectacle, conçu pour être vu, mis en corps, en bouche, en voix. Cette dimension théâtrale pourrait être le guide le plus sûr du traducteur chargé de porter non seulement le sens, les nuances et les couleurs du sens, mais aussi les données du jeu théâtral qui a pris corps dans cette langue poétique. Comment transmettre, en effet, les particularités de cet idiolecte poétique dans une autre langue dont la physique, le lexique et la syntaxe diffèrent du tout au tout? Comment rendre en français la musicalité qu'apportent les sonorités longues, hein? Vous savez que nous, Français, on n'est pas très doués pour bien faire la différence entre sweet et tweet, mettons, les longues et les brèves, mais la musicalité de If Music Be... pardon, je saute, mais j'y reviendrai à ce If Music Be. How sweet the moonlight sleeps upon this night. Bon, ben, quelque part, si ces deux sonorités longues qui contribuent à traduire le calme de la soirée, enfin, bon, la beauté du moment, si on n'a pas cette opposition longue-brève, en français on ne l'a pas. Donc tous ces effets-là poétiques sont perdus. Comme vous le savez, les sons ne se traduisent pas, c'est même la tragédie de la traduction, c'est qu'on voudrait traduire en gardant quelque chose des sons. On ne peut pas de toute façon perdre totalement les sons. Si on traduit sans tenir compte des assonances, des allitérations et des effets de rythme, alors t'en vaut-il faire autre chose? Donc les sons ne se traduisent pas et la traduction bute contre les différences de structuration phonétique des langues. Elle bute aussi contre la brièveté de l'anglais, le nombre des monosyllabes. Le premier vers de La Nuit des Rois, c'est « If music be the food of love, play on ». Vous l'avez entendu? Il n'y a qu'un terme, music, qui n'est pas un monosyllabe. Impossible d'exprimer la même chose en français de façon aussi concise. Le français a besoin de plus de mots et les mots sont plus longs. Bon, alors que parfois le monosyllabe est ancré sur le sens. Dans Macbeth, dont je parlais tout à l'heure, la scène du chaudron, où on a pratiquement le sentiment qu'il n'y a que des monosyllabes, renvoie, à mon avis, du point de vue du sens, à l'entreprise des sorcières, qui est une entreprise de destruction. Donc la langue est réduite à sa plus brève mesure, qui est une syllabe. Et toutes ces malédictions des sorcières sont écrites avec tous ces mots courts. Et bien évidemment, la différence de fond dont je parlais tout à l'heure ne peut pas être relayée, et beaucoup de commentateurs utilisent l'habileté de Shakespeare à passer d'un fond à l'autre, de jouer des deux, comme exemple. Par exemple, il y a une analyse de la tirade de Othello, It is the cause, my soul, où il paraît évident que l'aveuglement du protagoniste, c'est-à-dire sa tentative de faire passer ce sacrilège qui se prépare à accomplir comme un sacrifice, est rendu sensible par l'opposition entre les mots simples, concrets d'origine saxonne, put out the light and then put out the light. Je ne sais pas si vous vous souvenez du passage, mais question d'éteindre la chandelle et ensuite d'éteindre la lumière qu'est Desdémone, donc des mots saxons, et les mots plus recherchés d'origine latine comme monumental alabaster, pattern of excelling nature. Bref, on voit très clairement qu'il y a prise au double fond et que les mots longs ont l'effet de traduire l'illusion. Donc il y a un effet dramatique. Et donc c'est une vraie perte et pas simplement un phénomène négligeable dû à la diversité des langues. Il y a aussi une autre forme de déperdition qui est implicite dans ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on traduit Shakespeare avec un lexique beaucoup plus réduit. De toute façon, on sait que le classicisme a corseté la langue, qui était beaucoup plus
nombreuses et prolixes avant Malherbe, qui enfin vint, mais qui aussi ratiboisa la langue française, puisque celle de Rabelais est beaucoup plus riche que celle des classiques. Donc on perd quelque part cette dimension baroque, et on le ressent véritablement. Il y a près de 200 mots qui sont synonymes de harlot, strumpet, pour une fille de joie, une prostituée. Eh bien, il n'y en a jamais 200 en français. Même quand, selon le conseil de Montaigne, qui disait si le français n'y va pas, que le picard y aille, même en utilisant le picard, on n'arrive pas à 200 mots. Quant à utiliser du picard dans une traduction de Shakespeare, je ne le recommanderais à personne. Non, en plus, il y a ça. On a en France, évidemment, tordu le cou aux dialectes, enfin aux langues régionales. Donc, le traducteur français se sent à l'étroit dans une langue un peu plus corsetée et qui ensuite a changé de nature à cause du classicisme, encore une fois. Le français d'aujourd'hui n'a plus la plasticité qu'il avait chez Rabelais et Montaigne, qui nous donne, par parenthèse, une assez juste idée de la différence, enfin de la prodigalité de Shakespeare et du fait que Shakespeare, par conséquent, pour des Anglais, s'éloigne. Un lycéen de 18 ans ne peut pas dire qu'il comprend Shakespeare. C'est une langue qui s'éloigne, et de la même manière, nous avons constaté que Rabelais, maintenant, est édité en traduction, et que Montaigne, on est dans la phase intermédiaire. La dernière édition de la Pléiade, certes, n'est pas encore une traduction, mais on vous donne le sens de tous les mots qu'on ne pourrait pas deviner. Donc on est dans l'étape d'avant Montaigne en traduction. Et quand même, tout le monde se dit, qu'est-ce qu'on va perdre? Alors, l'étroitesse lexicale du français entraîne une perte qui n'est pas seulement linguistique, j'espère vous l'avoir montré. Tout ce qui est polysémie, ambivalence, c'est évidemment une difficulté de traduction. Et les textes de Shakespeare sont tissés d'ambiguïté, de jeux de mots polysémiques qui appartiennent en propre à la langue anglaise, à son réseau particulier d'homophonie, d'ambivalence sémantique. L'exemple le plus probant qu'on pourrait donner, c'est Peine d'amour perdue. 3000 vers, 3000 jeux de mots, ou 3000 figures de rhétorique. Et par conséquent, souvent, on recourt à des demi-mesures quand il faut prendre 2 ou 3 mots français, là où l'anglais joue sur les multiples acceptions d'un seul. Mais il y a le problème inverse, c'est que fou est le mot que l'on utilise et pour madman et pour fool en anglais. Donc là, c'est dans l'autre sens une difficulté de traduction qui est mal résolue, même si un des deux devient dément et le fou. Bon. Et cette pratique linguistique défie en effet la traduction. Dans Lear, vous avez Lear à la fin qui entre avec Cordelia dans les bras et qui dit « My poor fool is hanged ». Fool est commenté comme terme d'affection. Mais bien entendu, on ne peut, et ce n'est pas simplement parce que c'était probablement le même acteur qui jouait les deux rôles, le même adolescent, on ne peut qu'entendre le souvenir du fou, qui de fait a quitté la pièce au moment où Cordelia est arrivée et qui ne reviendra pas d'ailleurs, mais qui a été remplacé par... excusez-moi, c'est l'inverse que je veux dire, que le fou s'en va de la pièce au moment où Cordelia entre. Alors, de toute façon, cette langue, elle est spécifique au sens où il y a toute une série d'harmoniques, d'évocations polysémiques, et Steiner dit que c'est tout un aspect de la stratégie de Shakespeare d'entretenir, de créer l'indécision, de laisser les différentes significations possibles jouer autour d'un axe central. Dans ce cas-là, une pièce comme Beaucoup de bruit pour rien, enfin en anglais Love's Labour's Lost, il y a tellement de jeux de mots qui ne sont plus entendus aujourd'hui qu'on se demande si ce n'est pas une situation où on a l'avantage d'avoir une traduction parce qu'on peut au moins moderniser. Mais on perd, vous avez par exemple des jeux de mots sur Longville, sur les 2 syllabes, long, too long, long, ville, la ville, fil, l'allemand, etc.
où quand on est arrivé à rendre 2 ou 3 des couches sur 5, on estime qu'on a déjà du mérite. Mais en tout cas, c'est un jeu verbal qui s'éloigne, et peut-être que c'est en traduction, qui n'est pas forcément le pire des choses qu'on puisse faire un texte, qu'on retrouve l'énergie linguistique. Il y a d'autres enjeux, évidemment, dans la traduction. Et il y a de multiples fonctions qu'on ne peut pas toutes rendre en même temps de manière équivalente. Cerner le sens, garder le rythme, préserver les métaphores, ne pas distendre le ressort poétique. Dans quel ordre de priorité? Comment choisit-on? Est-ce affaire de sensibilité, de stratégie, de positionnement vis-à-vis de la langue, de la destination de la traduction? En partie, oui. Le traducteur travaille dans l'empirisme, mais il ne peut progresser dans le labyrinthe que s'il se forge d'entrée de jeu quelques principes de traduction. Il n'a d'autre guide dans le dédale des contraintes que l'écoute d'une voix intérieure dont il cherche à retrouver l'inflexion. Et d'une certaine manière, une traduction qui est purement exacte, sans impulsion rythmique, sans poétique, est une traduction qui échoue. Si la traduction n'a pas aussi un chant, si elle n'est qu'une suite de mots morts, examen et sans nécessité, je pense qu'elle échoue dans sa mission qui est quand même de donner l'idée d'une langue poétique. Se greffe là-dessus la question du style oral, de la mise en bouche, et aussi, comme on l'a déjà vu apparaître, la question de l'historicité. Donc, autant de questions dont la réponse ne s'improvise pas. Commençons par celle du vers, si vous voulez. Bon, on a dit tout à l'heure qu'il y avait prose et vers, mais il y a plutôt 3 niveaux. Il y a la prose, il y a le blank verse, le pentamètre iambique, le plus souvent non rimé, et il y a à l'intérieur de ce pentamètre iambique des passages rimés, mais dans un autre mètre que, mettons, le pentamètre, des octosyllabes. Alors, elles se détachent du reste en général, les prophéties du fou, les chansons de Fès dans la nuit des rois ou les chansons d'Ophélie. Donc il y a 3 niveaux. Il est évident qu'a priori, il faudrait marquer ces 3 niveaux. Moins évident qu'il faille adopter en français un mètre régulier, qui ne pourrait être que le décasyllabe ou l'alexandrin, enfin le dodécasyllabe, pour rendre le blank verse shakespearien. Quelque part, Shakespeare en vers, il faudrait écrire en vers. L'idéal serait le pentamètre anglais. Le décasyllabe français pour rendre le pentamètre anglais. Mais on a vu tout à l'heure les raisons qui font que c'est guère possible, très rarement possible. C'est que la langue française est plus brève. Il arrive très rarement qu'on ait le problème inverse. Tout d'un coup, il y a 10 mots dans l'anglais, mais on peut les traduire par juste 2 ou 3 syllabes. Rechercher, ce qui me semble, c'est mon option. Il y a un traducteur que vous connaissez sans doute de nom, parce qu'il est au moins connu comme traducteur du russe, Markovitch, qui lui a pris l'option du décasyllabe. Maintenant, ça se discute parce que non seulement son option se discute, mais dire qu'il traduit en décasyllabe, c'est quand même un peu jouer sur les mots. Ça veut dire que quand il y a 30 vers de Shakespeare, lui fait 40 décasyllabes. C'est quand même prendre acte de la plus grande longueur des mots français. La meilleure traduction en vers régulier, dit Bonnefoy, donne toujours une impression de gratuité, d'artifice. Parce qu'on a un cadre qui est fixe, on a un sens qu'il faut rendre en totalité, et il faut artificiellement ajuster, ce qui n'est pas, la démarche du poète. Le poète écrit dans un contexte où la poésie dramatique, c'est le pentamètre iambique. Donc, on ne peut pas dire qu'il choisit le pentamètre iambique plutôt que le décasyllabe ou l'endécasyllabe, tandis que le traducteur, lui, c'est un choix conscient. Donc, cette adoption d'un mètre régulier me paraît assez meurtrier par rapport au rythme. Et adopter l'alexandrin, c'est encore plus artificiel, puisque l'alexandrin, c'est 2 vers pairs, comme vous savez, c'est 2 hémistices, c'est 2 fois un hexasyllabe, alors que le vers anglais est impair. Enfin, je veux dire qu'il y a 5 mètres.
que donc il n'y a pas d'hémistiche au milieu. Donc, utiliser l'alexandrin introduit une stabilité là où il y a mobilité. Donc, ça n'est pas l'équivalent, mais je dirais c'est un moindre mal pour la traduction des premières comédies où l'artifice, le formalisme prédominent. Mais en revanche, pour traduire Othello, pour traduire Lear ou le Conte d'hiver, l'alexandrin est un outil de pure contrainte étouffante, de pur mensonge. Question de l'inscription historique de la langue de Shakespeare. Bon, on en a parlé tout à l'heure, Shakespeare écrit dans un anglais du XVIe, XVIIe, à ceci près que, comme on l'a vu abondamment, il crée une langue, contribue à créer une langue plutôt qu'il n'écrit dans une langue déjà existante. Est-ce que ça a un sens de tenter de traduire Shakespeare dans un français de la fin du XVIe? Ben, a priori, oui. On se dit qu'une certaine forme de logique, de rationalité, aurait été de maintenir l'ancrage historique de la langue de Shakespeare. Donc, de traduire. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent comme dramaturge et que ça contribuerait à éloigner, puisqu'on ne lit pas facilement des auteurs du XVIe, encore que. Alors, comme je vous l'ai dit, ça a été tenté, mais pas sur Shakespeare. S'il y a une traduction, celle de Michel Vitoz, mais il fait du simili, c'est de l'archaïsme tronqué, qu'on trouvait. Mais il y a donc deux options. Il y a l'option de rapprocher de nous, soit on privilégie le récepteur du message actuel, et donc on traduit, comme le font 90 traductions sur 100, on traduit dans une langue compréhensible aujourd'hui. Mais c'est là aussi que la question se pose de avec mesure. Parce que si l'on croit, comme semble l'établir beaucoup de traductions récentes, que Shakespeare ne sera moderne que s'il se met à sonner comme quelqu'un qui habite dans le 9-3, alors il y en a beaucoup de traductions comme ça en ce moment. Certains se disent que plus c'est vulgaire, plus il y a de jeux de mots sexuels, plus, en gros, le spectre parle à Hamlet comme si c'était un copain qui lui taperait sur le ventre, plus c'est moderne. Ben non, moi je crois que c'est l'inverse qui se produit. C'est en maintenant une certaine qualité de langue qu'on peut, et d'une part, traduire les effets de rupture le plus violemment, et pas en homogénéisant tout dans une actualisation, je dirais, chansonnière. Alors, je vais citer quand même quelques extraits de cette traduction de Michel Vitoz, 77, depuis Daniel Mesguich a joué Hamlet dans d'autres traductions, dont la sienne, qui était en fait un mixte de deux choses. La recherche d'une archaïcité et aussi la recherche d'une langue moderne, lacanienne, à écho lacanien. Alors, par exemple, « Puis-je me permettre ?» demande Polonius à Claudius lorsqu'il prend sa place pour questionner Hamlet. Ou, plus heureux, « Je ne suis que le pâle reflet de ton fleuret. Je sur foil. » De sorte qu'à côté de constructions latines, de faux archaïsmes syntaxiques, par exemple, il antépose systématiquement le complément de nom. Dans la série, dans la To Be or Not To Be, de la justice, les lenteurs, enfin, ce qui n'est pas une façon française de s'exprimer, mais surtout que quand c'est systématisé. Alors, il y a de vrais archaïsmes lexicaux, comme remembrance, souvenance, oncle, mais par ailleurs, le texte de cette traduction fait référence à des textes actuels et adopte une désorganisation de la phrase éminemment moderne. À mi-distance de Mallarmé et de Ronsard, de Lacan et de Maurice Sèvres, le but est en tout cas de signifier que Shakespeare n'appartient pas à notre époque, que Shakespeare, c'est loin de nous de désigner le texte donc comme ancien. Alors, le plus simple... Ah ben non, zut, je n'ai pas apporté les exemples. Ça aurait été que je vous lise deux extraits. Attendez, je crois que dans l'autre texte... Que je suis arrivé au bout.
Au bout de quoi? Des 45 minutes ou de... Ça fait 1h05. Eh bien, stop, je m'arrête. Donc, toute la partie qui est la plus importante, évidemment, mais à laquelle vous n'aurez pas droit, on va le faire oralement. On a droit à des questions. Voilà, donc tout ce qui est dimension du théâtre, traduire pour jouer. Après, s'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Là, c'est intimidant. Si on dit s'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Voilà. Non, moi, je ne continue pas. Je dialogue. On pense qu'il y aura des questions. Il y aura des questions. C'est à vous. Monsieur, le deuxième rang aussi. Bonsoir. Attendez, il y a un monsieur avant vous. Vous avez le privilège de l'âge, si vous voulez, mais... Bonsoir. J'aurais une question par rapport au fait de mettre en scène une pièce de Shakespeare aujourd'hui, en l'occurrence Comme il vous plaira. Je connais quelqu'un qui travaille donc sur une mise en scène adaptée de plusieurs traductions différentes. Et voilà. Et c'est la question que j'ai. Quelle est votre avis là-dessus? Est-ce que vous imaginez un tableau où il y aurait dans le coin droit un bout de Picasso, juste à côté un motif pris à Chagall, en dessous du Rembrandt? Chaque traducteur a sa stylistique propre, donc rien n'est plus monstrueux que d'essayer de faire un montage de choses dont les principes divergent d'un traducteur à l'autre. S'il n'y avait pas de différence d'un traducteur à l'autre, alors on jouerait tous le même. Et quiconque traduit entend bien traduire de façon différentielle par rapport à un autre. Prenons la musique, si vous voulez. On fait un montage, un peu de Debussy, un long extrait de Bach, un peu de Mozart, et puis Stravinsky. Est-ce qu'on ferait ça? Non. Donc c'est absurde. Surtout qu'on ne voit pas comment il peut se placer, lui, comme celui qui décide ce qui est le mieux. Le mieux de quel point de vue? De son point de vue à lui. Et parce qu'il est metteur en scène, il a un point de vue d'autorité sur les bouts de traduction? Non, moi je trouve ça monstrueux. Très bien. Merci. Elle est claire, hein, là. Ça rigole pas. J'ai failli rajouter quelle est la meilleure, mais c'est superflu. Quelle est la meilleure? Oui. Mais Des traductions? Oui. Ah ben ça, chacun a toute liberté pour décider. C'est superflu. Je ne conteste pas du tout le droit du metteur en scène de choisir une traduction, mais de prétendre qu'on va arriver à mieux en mélangeant les traductions, c'est vraiment, un, mépriser le traducteur et la traduction, deux, faire quelque chose de totalement absurde du point de vue artistique. Comment? Eh bien, vous auriez un traducteur qui, lui, privilégie, mettons, l'alexandrin, qui a fait cette option, qu'on mettrait en dynamique avec quelqu'un qui traduit en prose. Les traductions sont différentes, sinon pourquoi ferait-on des traductions multiples? Si ce n'est pas pour faire entendre une musique différente, pourquoi retraduit-on alors? Chacun a l'illusion qu'il fera mieux, peut-être, mais ça, c'est pas grave. Ça n'empêche pas qu'il y en ait de mauvaises et de bonnes. La vanité propre à retraduire, parce qu'il y en a une. Moi, je pars du principe. Quand François Martouré m'a demandé de traduire Hamlet, je lui ai dit, écoute, j'ai relu la traduction de Bonnefoy, elle est vraiment excellente. Pourquoi veux-tu faire une nouvelle traduction? Et alors après, comme on s'est lancé, j'ai vu qu'en effet, on prenait une démarche différente. Mais jamais j'aurais, en tant que metteur en scène, je l'ai été aussi, choisi de faire un montage de traduction. Mais je dirais, avec agressivité peut-être, tant pis, vous me pardonnerez, qu'il y a une certaine inculture en France, et ailleurs d'ailleurs, vis-à-vis de la traduction. On croit que toutes se valent. Alors pourquoi en faire de différentes? Si elles se valent toutes, publions la même, François-Victor Hugo, puisqu'il y a un accord national. Non, je trouve qu'il y a une réelle inculture, et de la part des metteurs en scène au premier chef, par rapport à la traduction. Ils ne se rendent pas compte que de la même manière qu'eux signent une mise en scène, est-ce qu'il viendrait à un metteur en scène l'idée de dire le premier quart d'heure c'est moi qui mets en scène, ensuite c'est toi
deux metteurs en scène se comportent différemment vis-à-vis des acteurs. On peut espérer qu'un metteur en scène arrive avec une lecture de la pièce. Il monte Hamlet parce que les justifications par l'actualité ne sont jamais convaincantes à 100%. Il peut très bien d'ailleurs dire « je monte Hamlet parce que j'ai lu cette pièce, je la trouve formidable ». Mais il a l'intention d'en faire quelque chose. Alors pourquoi est-ce qu'il ne respecte pas un autre artisanat qui est antérieur au sien, et sa liberté peut s'exprimer dans le choix d'une traduction. Mais en faire un montage de plusieurs, c'est pas la peine de donner un quatrième exemple, mais vous faites un poème, il y a un bout de Ronsard, il y a un bout de Mallarmé, il y a un bout de Bonnefoy. Non, c'est quoi ce poème? Bien, bonsoir. Pour ajouter à la complexité, quand Shakespeare écrivait des pièces historiques où l'action se passait des siècles avant son époque, est-ce qu'il utilisait une langue qui était sciemment d'une époque antérieure? Pas que je sache, non. Est-ce qu'on peut le savoir ou... Oui, on peut le savoir et constater que non, il écrit dans l'anglais. Il écrit vraiment de son... Même quand il met en scène les événements du roi Jean, qui remontent au XIe siècle. D'ailleurs, c'est général, c'est-à-dire qu'il écrit une pièce où les habits, les coutumes, la courtoisie, la façon de se comporter est beaucoup plus le reflet de ce qui se passe à la cour d'Élisabeth ou de Jacques Ier que ce qui se passait du temps du roi Jean. Il faut dire que le sens de l'histoire est récent. Il apparaît en France au XIXe avec Michelet. Avant, l'histoire, c'est de l'historiographie, ça sert soit à faire la morale, soit à tenir un discours de justification politique. Et c'est d'ailleurs pourquoi Shakespeare, écrivant son Richard III à partir de Holinshed et Hall, qui sont des historiographes au service de la dynastie Tudor, écrit une figure totalement anhistorique. Il est prouvé aujourd'hui que Richard III n'est pas coupable de la plupart des crimes qu'on lui met sur le dos. C'est un discours de propagande pro-Tudor. Les Tudors dans l'histoire sont usurpateurs. D'ailleurs, ils prennent le pouvoir à la fin de Richard III. C'est le comte de Richmond qui est le futur Henri VII, fondateur de la dynastie Tudor. Mais donc Shakespeare nous raconte une histoire, mais avec un tel talent que même les historiens d'aujourd'hui sont encore fascinés par cette figure de Richard III, roi boiteux, plein d'esprit, etc. Mais cette figure est totalement fausse historiquement. Et Shakespeare, ce n'est pas du tout volontaire. Les seuls textes qu'il pouvait lire sur cette période, c'était des textes d'historiographes. Et donc, à l'époque, personne n'écrit l'histoire pour attester de la véracité des faits. Cette mission de l'historien arrive très tardivement. Un autre exemple, c'est que à l'époque de Shakespeare, on joue les pièces romaines de Shakespeare en costume élisabétain, pas du tout en costume romain. Ça pose d'ailleurs un problème théâtral, hein. Les petites jupettes et les robes de consul, c'est très dur à manier au théâtre, ça fait rire en général. Mais il n'empêche que les Élisabétains n'avaient pas le moindre sens historique dans leur théâtre, au sens où on représentait les pièces dans les costumes, qui étaient d'ailleurs les costumes de l'acteur, et pas les costumes créés par un costumier au service d'un metteur en scène qui n'existait pas. On peut supposer que Shakespeare jouait ce rôle, mais comme régisseur, il y a 12 jours de répétition. Qu'est-ce qu'on peut faire en 12 jours, sinon régler les entrées et les sorties? On ne peut pas dire le metteur en scène n'avait pas tout l'aspect directeur d'acteur qu'il a aujourd'hui à l'époque de Shakespeare. Mais en tout cas, cette notion d'histoire qu'il raconte le XIe siècle avec le roi Jean, ou un peu plus tardif, mais quand même très ancien Richard II, ou Henri V ou Henri VI, c'est la même Angleterre, en gros. Et quand il a écrit Richard III, il a bien décrit le Kremlin à l'époque de Staline. Ah oui, ça, tout à fait, tout à fait. Merci.
Vous avez parlé de la coexistence prose et poésie dans les pièces de Shakespeare. Alors je ne suis qu'un shakespearien occasionnel et j'en reviens à ce que je connais, c'est-à-dire Hamlet, bien entendu. Vous avez, je crois, 6 soliloques que Larocque appelle des monologues. Et donc 5 sont de la poésie en pentamètre et un est en prose, Oh, what a piece of work is a man, qui se termine, je crois, à l'acte 4 par Man delights me not. Comment faire passer cela dans une traduction, le passage de la poésie à tout d'un coup cette prose? C'est en effet une des difficultés, c'est que si on traduit avec un principe de privilégier le rythme, on a quand même une différence qui se produit dans le passage du vers à la prose. Markovitch optant pour le décasyllabe, on l'entend bien, le passage du vers à la prose. Mais on l'entend indéniablement moins. Alors on ne l'entend pas du tout dans les traductions François-Victor Hugo, qui traduit tout en prose. Moi, je suis toujours étonné par leur longévité, parce que il a quand même tout aplati. Il n'y a pas du tout de traduction en vers. Quand il y a des octosyllabes, il les rend par des vers d'une longueur différentielle, d'un vers à l'autre. Mais oui, c'est sûr, c'est une des pertes. Comme vous le savez, ce n'est pas la seule. C'est une des pertes que ces registres, qui sont nettement plus différenciés en anglais. Ceci étant dit, comme le pentamètre, le pentamètre iambique, c'est un vers blanc, on n'a pas non plus, comme dans l'alexandrin français, une sorte de martèlement de rime. On a, je dirais, un langage plus souple. Comme Shakespeare pratique beaucoup les rejets, qu'il y a parfois une phrase qui fait 5 lignes, 5 lignes de vers, on a quand même une souplesse d'expression. Le vers ne veut pas dire que c'est un discours engoncé. Si, ce serait intéressant de ce point de vue-là de comparer le premier monologue de Richard au premier ou deuxième monologue d'Hamlet. Il y a une évolution vers la souplesse. Il y a moins de raideur, une unité syntaxique, une unité de vers, une unité de sens. On a beaucoup moins cette structure-là. Donc c'est le monologue de Shakespeare, enfin écrit par Shakespeare, qui évolue aussi. Oui, merci. Merci Jean-Michel pour cette présentation. Je me demandais, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu travailles? Est-ce au gré des rencontres avec des metteurs en scène que tu as commencé à traduire? Est-ce qu'ensuite tu as traduit dans un certain ordre des pièces, comme tu dis, les registres et le style de la langue évolue entre les premières pièces et les pièces plus tardives? Voilà, c'était un peu sur ta façon de travailler. L'ordre dans lequel j'ai traduit les pièces, c'est l'ordre des commandes. Puisqu'à part le Édouard III, qui n'est qu'en partie de Shakespeare, qu'on a inclus dans un appendice, les pièces ont été traduites par moi dans l'ordre où on me les a commandées. Donc je suis passé de Peine d'amour perdu à Coriolan. C'est 2 types de difficultés. Ce n'était pas un début en douceur. Parce que le songe, c'est quand même plus facile à traduire que Peine d'amour et Coriolan pour des raisons tout à fait différentes. Mais je me souviens très bien du moment de Macbeth parce que j'ai pas appris dans l'ordre. J'ai commencé par la scène des sorcières. Tout simplement parce que je me suis dit, ça, c'est impossible de ne pas tenter un mimétisme par rapport à l'anglais. Très relatif, encore une fois, puisque les mots français étant plus longs, on ne peut pas avoir cette accumulation de monosyllabes. J'ai donc commencé par cette scène-là, et quelque part, ça m'a un peu déverrouillé pour la suite. Je me disais, ça, c'est le plus difficile. On ne peut pas mettre ça dans une autre métrique, une autre prosodie. Il faut que ce soit des vers, ça n'existe pas en français, de 7 syllabes. Ce n'est pas en tout cas un vers très fréquemment pratiqué. Mais il me fallait un vers impair, indépendamment de ce que Verlaine nous dit, toute chose préfère l'impair, parce que justement on était dans une autre accentuation
par rapport aux iambes traditionnels, des pentamètres iambiques. Et surtout, il fallait arriver quand même à un effet monosyllabe, à un effet haché, à un effet syncopé. Le reste de la pièce n'est quand même pas facile, hein, parce que justement, cette concision, ce caractère elliptique, c'est toute la pièce qui est comme ça. Et donc le reste du temps, je prends l'ordre. Mais quand je vois qu'un truc est trop difficile, je préfère quand même le garder pour après. Parce que j'ai la conviction, qui est sans doute totalement illusoire, qu'on vit dans le climat d'une pièce, pendant le temps où on le traduit. Et qu'il y a un climat d'une pièce, qui est donné par les sonorités. Par exemple, pour moi, Peine d'amour perdu, c'est la voltige, c'est la rapidité, c'est la fluidité, c'est le feu d'artifice. Et c'est dans les sonorités. Dans Hamlet, le centre, c'est le conflit. Et c'est dans les sonorités aussi. Et par exemple, Coriolan est l'exemple même, dans la rudesse des, je ne sais pas si on peut dire ça, collocations consonantiques, non? Bon. Dans le choc des consonnes, en tout cas, que est incluse la pièce, dans son âme sensible, parce que c'est une série de conflits, comme on sait. Je ne prends qu'un exemple pour montrer et l'échec de la traduction, et en même temps dans quel sens peut aller la recherche. Lorsque Coriolan bannit Rome, il apostrophe les Romains en leur disant « You common cry of curs ». Donc « cur », le roquet, « cry », la meute, c'est un terme un peu archaïque, mais « you common cry of curs ». Autrement dit, l'insulte, elle est donnée par cet effet assonantique en « que ». On n'y arrive pas. Enfin, je n'y suis pas arrivé, c'est tout ce que je peux dire, moi, mais j'ai pensé qu'il fallait remplacer ça par des sonorités dures à broyer, que ce soit difficile à dire. Alors après, quand Jean-Claude Drouot, qui avait peut-être trop l'habitude des Thierry Lafronde, s'est confronté à Coriolan et qui m'a dit « Oh, ton texte, alors, qu'est-ce que c'est difficile à mettre en bouche ?» Ah ben, j'ai dit « Tu me fais un grand plaisir. » Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, j'espère que tu vas me suivre, c'est pas de rendre fluide ce qui est rugueux, c'est au contraire d'apprendre à mâcher ce qui n'est pas facile à dire. Alors, pour ce passage-là, je serai sans doute le seul content, mais c'est ce que j'ai trouvé, abjecte meute de roquets. Voilà. Ça doit se cracher. Ça ne peut pas se dire avec aménité, c'est forcément hurler et cracher à la face de l'autre. Alors ça, je crois beaucoup à ça. C'est pour ça que j'aime pas du tout quand je dois revenir sur une pièce 5 ans après. Par exemple, j'avais traduit Hamlet pour François Martouret, qui avait donné très peu de choses de l'acteur. Puis quelques années après, Catherine Dasté m'a dit bon, je voudrais monter avec ta traduction, mais tu n'as pas tout traduit. Ben, j'étais très mal à l'aise parce que je n'étais pas du tout sûr d'être dans la même ambiance. J'y crois. Peut-être que c'est faux, hein, mais c'est en tout cas vrai par rapport à ma façon subjective de vivre les choses, de travailler. Merci. Bonsoir. J'aurais 2 questions, probablement très naïves, mais je me lance quand même. Probablement comment ? Très naïve, question très naïve, mais je me lance quand même. Pourquoi, en fait, Shakespeare a-t-il inventé des mots ? Était-ce uniquement par souci d'enrichissement de la langue ou parce qu'il estimait que l'éventail de mots dont il disposait à l'époque n'était pas suffisant pour exprimer de manière précise le ressenti qu'il avait des choses ? Ou était-ce encore, je ne sais pas, pour... vous parliez de musicalité, pour donner de nouvelles notes à sa musique littéraire. Et seconde question, c'est finalement, quelle que soit la raison pour laquelle il a inventé des mots, ne craignait-il pas, à un moment donné, que par ces mots, en inventant de nouveaux mots, de donner un sens plutôt hermétique à de ces pièces pour les lambda de l'époque ? C'est difficile, évidemment, de prétendre répondre
à la place de Shakespeare. Mais bon, sur certains points, les mots que je vous ai cités tout à l'heure ne sont pas des mots compliqués. Il y a des mots qu'il a créés dans Troilus et Cressida qui sont des mots très abstraits. Par exemple, Van Brace, qui veut dire une armure pour le bras. Et puis des tas de mots en O-R-S-U-R-E, tu vois. Bon. Qu'il a créé là, qui ont quelque part à voir avec une langue spécifique de cette pièce, très intellectualisée. La plupart de ces mots ont disparu de la langue anglaise. Donc il y a eu aussi prise ou pas prise. D'autres écrivains ont utilisé ces mots ou pas. Donc dans les créations de Shakespeare, il y en a qui restent des créations pures et qui sont dans les textes, mais qui ne sont pas restés en anglais, qui sont incompréhensibles. Donc les mots qu'il a inventés sont parfois des mots très simples. Assassination est venu simplement en doublon de murder, qui est plus courant, qui est d'origine saxonne. Donc venir enrichir la langue, puisqu'il existait to assassinate, pourquoi ne pouvait-on pas faire assassination? Alors pourquoi? Je crois parce que c'est sa nature de poète d'être un inventeur de langue. Et il faudrait ajouter qu'il n'est pas le seul. La langue élisabéthaine est en devenir. Elle est en train de se créer, elle n'existe pas encore. Donc, face à une réalité multiple, changeante, du point de vue économique, il se passe énormément de choses nouvelles. À l'époque de Shakespeare, juste avant et juste après, avec la découverte des nouveaux mondes. Face à ce réel foisonnant, les techniques aussi, les techniques minières, il faut inventer des mots. Il n'y en a pas assez. Donc il n'est pas le seul à inventer. Mais on ne peut que constater, quand on compare Marlowe et Shakespeare, ce qui est la meilleure comparaison qu'on puisse faire, puisqu'ils sont exactement contemporains. Shakespeare a vécu plus longtemps. Comme vous le savez peut-être, Marlowe est mort assassiné, parce qu'il était sans doute espion au service de la couronne. Donc il est mort très jeune. Mais ils sont contemporains. Ils sont tous les deux nés en 1564. Alors là, on voit bien qu'on a affaire à deux écrivains différents. Marlowe n'invente pas de mots, il invente the pentameter beat, qui est une espèce de battement du pentamètre iambique, surtout. Quelque part, c'est plus monotone, c'est plus difficile à faire vivre au théâtre, mais enfin, c'est un grand dramaturge aussi, qui n'est pas du tout dans les mêmes zones que Shakespeare. Mais en revanche, voilà, c'est un lexique assez simple. Donc, il y a des auteurs qui sont des créateurs de langue. Tout à l'heure, j'en ai cité en français, Claudel, Péguy, Villon, Rabelais, bien sûr, sont des créateurs de langue. Sans doute qu'ils ressentent leur intervention dans le monde, pas simplement comme l'utilisation habile des ressources déjà existantes, mais avec un sentiment d'étouffement, sans doute, la volonté d'étoffer, d'enrichir et de faire une langue à leur main, à leur mesure. Je suppose, mais c'est une réponse qui vaut ce qu'elle vaut, je ne sais pas, on ne peut pas répondre à sa place. On peut simplement constater qu'il y a certains auteurs élisabéthains ou jacobéens qui ont inventé un univers linguistique et d'autres moins. Dernière question, je pense. Il y en a d'autres? Deux dernières questions. Pour poursuivre la question précédente, je prends l'exemple de l'armure ou d'une pièce d'armure et depuis 300 ans, il devait être habitué à utiliser ces termes, ces termes très spécifiques. C'est juste une remarque. Vous parlez par rapport au terme que je citais tout à l'heure oui, l'armure. À la dernière question et justement au terme à propos de l'armure. Par ailleurs, il me semble que Rabelais pourrait être tout à fait comparé à Shakespeare pour l'invention. Pour le lexique, oui, tout à fait. Tout à fait.
compléter? Vous voulez compléter? Non, non. Eh ben, monsieur. Je risque une question qui va être un petit peu vaste peut-être. Vous avez dit au début que Racine était intraduisible en anglais. J'aimerais savoir quel genre de difficulté pose cette traduction de Racine en anglais. D'après tout ce que vous nous avez expliqué, il me semble que Shakespeare est beaucoup plus difficile à traduire en français que Racine ne l'est en anglais. Oui, mais l'exemple que je vous avais donné, je peux en prendre d'autres. Dans l'Orient désert, quel fut donc mon ennui, ou quel fut, il y a peut-être un mot, mon ennui, vous traduisez en anglais et ça vous donne quelque chose qui n'est pas de la poésie, qui est la traduction littérale. C'est-à-dire il y a quelque chose dans Racine qui a à voir avec la musique de la langue et qui s'évanouit en traduction, probablement pas seulement d'ailleurs en anglais. Mais il y a peut-être les langues romanes traduisent Racine mieux que les langues saxonnes. En tout cas, nombreux sont dans Racine des vers qui n'existent que par pure musicalité. Que veut dire dans l'Orient désert, quel fut donc mon ennui? Si vous faites une traduction prosaïque, pas grand-chose. Du point de vue du sens. Il me semble que la différence, c'est qu'il y a une musicalité dans Shakespeare. Parting is such sweet, sweet sorrow that I shall say. Aide-moi. Till tomorrow. Goodbye till tomorrow. Bon, alors, traduit en français, ça dit le sens et ça dit pas plus. Mais déjà, si on essaie de faire rimer, on a un petit plus. Donc, il y a musicalité. Mais ce que je crois profondément, c'est pour ça que c'est le plus grand dramaturge, l'auteur de théâtre le plus joué, c'est que c'est toujours dans l'action, dans Shakespeare. L'action scénique, principalement, tandis que les pièces de Racine sont connues pour être jouables. Vous savez, ce grand metteur en scène allemand, Gruber, avait monté Bérénice. Il devait faire 3 mètres, Antiochus, à peu près, pendant la durée du spectacle. Il ne bouge pas. Pas besoin de bouger dans Racine. Il n'y a pas d'action, à proprement parler. Vous pouvez résumer chaque pièce à 3 phrases. Allez donc résumer Antoine et Cléopâtre en 3 phrases. Il y a tout le temps une action. Donc la musicalité n'est pas pure gratuité dans Shakespeare, elle est dans le mouvement. Et il se passe toujours quelque chose. Et c'est un verbe qui est un verbe de théâtre. C'est pour ça que je suis très étonné quand je lis que Bonnefoy, qui pourtant est un grand poète et qui a traduit Shakespeare, dit que l'idéal serait de jouer Shakespeare dans le noir. Et en gros, les acteurs, quoi, tous ces gens qui s'agitent un peu, non, je crois que c'est une parole de théâtre, d'abord et avant tout. C'est une parole destinée à être jouée, à être mise en jeu, à être échangée. Alors que Racine, c'est pas choquant de dire que c'est du théâtre musical parlé. C'est du théâtre, c'est une forme de théâtre. De la même manière, sur un Beckett, vous n'imaginez pas l'acteur courir en poursuivre un autre sur le plateau. L'enjeu, l'objet est d'ordre métaphysique. Moi, je crois que c'est ça la différence. Pour ça, intraduisible peut-être non, mais il y a peu de pièces qui font envie à des metteurs en scène. Il faut qu'il y ait une langue. Alors Andromaque, il se passe plus de choses d'ailleurs. Les 2 seuls qui sont joués, ça c'est un fait. Alors vous me direz, il faut tenir compte de l'insularité des Anglais. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. J'étais il y a une dizaine d'années à un colloque franco-anglais. Il y avait des gens pour dire Marivaux, vous ne croyez pas que ce serait intéressant de monter Marivaux? Il dit si. Non, on joue. Bon, c'est vrai qu'ils ont Shakespeare, donc, mais enfin, ils ne sont pas très ouverts au répertoire des autres pays. Hein. Mais de fait, Racine peut monter en Angleterre. Je crois que la dernière qui a joué faite, c'est Glenda Jackson, il doit y avoir 20 ans. Et c'est un problème de traduction. Encore une fois, traduisez, vous savez assez d'anglais pour traduire, que deviennent ces vers qu'on a appris au lycée, qui sont d'une pure musicalité? Ils sont réduits à leur sens. C'est à ça qu'on est réduit souvent dans Shakespeare.
parce qu'on n'est pas poète, parce qu'on ne dispose pas du même instrument, parce qu'on est ligoté par l'original et qu'on n'est pas créateur à 100% dans sa propre langue. Mais Dieu merci, il y a des effets poétiques dans Shakespeare qu'on peut tenter de rendre. Rien n'empêche de tenter de rendre les assonances. Quant aux anaphores, elles se rendent tout seules. Me, President. Je crois qu'il va... D'autres dernières questions? C'est maintenant que jamais. Oui. Bon. Je vais... Merci chaleureusement, Jean-Michel.